Des a priori de censure, la chronique politique du Grand Journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Sauf énorme surprise, le gouvernement Bayrou va probablement recourir à l'article 49.3. D'abord pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. C'est ce qu'a laissé entendre déjà hier le Premier ministre dans une interview à la Tribune dimanche. Et c'est ce qu'a confirmé tout à l'heure la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Le gouvernement qui devrait également utiliser le 49.3 ensuite, Alexis, une seconde fois pour faire adopter cette fois le projet de loi de finances. Oui, absolument. Donc il recourt en connaissant évidemment les conséquences de cette adoption qui est régulièrement pratiquée au cours de la Ve République. La conséquence, c'est qu'il y aura une motion de censure déposée par la France insoumise, qu'il a annoncée, qui est en désaccord, Éric Coquerel l'a redit, avec ce budget. Motion de censure, alors si on analyse les choses, dont les chances d'une adoption demeurent quand même assez, il faut évidemment être très prudent, mais demeurent quand même assez limitées pour l'heure. Pour une raison très simple, c'est que nous retrouvons le parti qui est le pivot, en quelque sorte, de cette stabilité instable, en quelque sorte, de ce gouvernement, qui est le Parti Socialiste, qui ne semble pas, pour l'heure, mais soyons prudents... Le bureau national du Parti Socialiste se réunissait ce midi. Voilà, il ne semble pas pour l'instant prêt à voter la censure. Il y a même, si vous voulez, des voix qui, à l'issue de cette réunion, se sont élevées pour souligner la démarche de responsabilité de la vieille maison. Donc on peut penser qu'effectivement, quand bien même le Rassemblement national se dirigerait vers un vote de la censure, ce qui reste pour l'heure là aussi sujet à caution, il n'y aurait pas d'adoption de la censure cet après-midi en raison du fait que sans le Parti Socialiste, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour voter la censure. L'examen aura lieu mercredi, Alexis. Voilà. Parmi certaines réactions, on peut citer celle du député socialiste Jérôme Guedj à propos du budget de la sécurité sociale. Ce n'est évidemment pas un budget de gauche, mais il est assurément plus acceptable que le budget Barnier qui faisait des économies à la serpe. Voilà, donc Jérôme Guedj résume très bien ce qui se dit dans les travées de l'Assemblée nationale, disons dans la partie rose, entre guillemets, de l'hémicycle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'indignation profonde vis-à-vis de ce budget. Et il y a peut-être le désir, d'ailleurs, de continuer à peser sur les orientations du gouvernement Bayrou. On voit bien que, sans faire partie de la majorité, le Parti Socialiste est une sorte de sparring partner associé aux décisions, qui obtient d'ailleurs on l'a vu vendredi, un certain nombre de concessions pour le monde enseignant, sur les transports, etc., sur la santé. Et donc, effectivement, tout cela conduit à une situation d'opposition, mais qui est compatible avec un soutien critique. Donc je pense que pour l'instant, on va continuer comme ça. Alexis, quand le président des députés PS du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, indique, c'était hier, que la question du vote des socialistes n'était pas encore tranchée, il bluffe ? Ah non, je pense qu'il y a eu vraiment une hésitation. Je pense qu'il y a plusieurs courants dans le Parti Socialiste. Je pense qu'il y a des socialistes autour, disons, d'Olivier Faure, qui étaient sérieusement tentés par la censure. Mais je pense aussi qu'ils voient, si vous voulez, qui est François Bayrou. C'est-à-dire, on peut le comparer à une sorte de montagnard agile, en raison de pas seulement d'ailleurs, en raison de son extraction béarnaise et paysanne. Lui-même, si vous voulez, essaye d'arriver vers le camp de base. Donc, il slalome de manière assez habile entre les différents précipices, et parmi ces précipices, il y aurait effectivement un rejet par les socialistes. Et donc, il a opéré ces derniers jours les concessions indispensables pour que les socialistes restent dans le giron de cette majorité ministérielle, primo-ministérielle élargie. Et donc, évidemment, après, il voit bien aussi que quand il va aller vers les sommets de l'Himalaya, pour reprendre la métaphore montagnarde, eh bien, François Bayrou va à nouveau les consulter, probablement prendre en compte leurs avis sur différents sujets qui vont être au cœur des réformes dans les mois à venir, l'école, l'immigration, l'environnement, la dette. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'effectivement, tout compte fait, en quelque sorte, les socialistes se disent ça n'est pas notre intérêt de faire tomber ce gouvernement, il est quand même un partenaire de discussion et de négociation. Est-ce qu'ils sont sensibles également aux pressions, aux appels du monde économique, des chefs d'entreprise ? Ah, ça c'est plus difficile à dire avec certitude, mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire il y aurait au fond un choix stratégique, c'est-à-dire soit nous restons du côté d'une opposition systématique, et donc nous nous associons de facto à la France insoumise, on en dira un mot après, soit nous apparaissons comme une gauche de gouvernement entre guillemets responsable, et donc dans le package en quelque sorte de la responsabilité, il y a notamment la responsabilité comptable, c'est-à-dire ne pas apparaître comme une gauche
qui serait non seulement keynésienne, mais qui serait irréaliste sur un plan comptable. Il faut un budget, a rappelé le gouverneur de la Banque de France ce matin. Il faut un budget, et effectivement, on voit bien que comme François Bayrou a essayé de ménager la chèvre et le chou, a fait la part du feu, si l'on veut, sur le plan budgétaire, les socialistes, je crois, sont en train de céder, entre guillemets, à un réflexe de responsabilité, et pour cette raison, vous avez raison, ils ne veulent pas être accusés d'être en dehors de l'espace de ce qu'on appelle la gauche du gouvernement, c'est-à-dire une gauche qui essaye en gros, de rendre compatible le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui et la régulation sociale. Alexis, l'autre événement du week-end, l'autre événement politique, c'est la défaite de Louis Boyard au municipal de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Le député La France Insoumise a été largement battu au second tour du scrutin partiel par la représentante de la droite républicaine Christelle Niasme. Comment est-ce que vous interprétez, Alexis, cette défaite que Louis Boyard a mis sur le dos du manque de solidarité de ses partenaires du Front Populaire? Alors bon, je comprends très bien l'explication. Elle est logique, j'allais dire, dans la sémantique politique. C'est toujours ce que l'on fait, quelles que soient les formations politiques. Mais il y a quelque chose qui implique plus directement la formation pour laquelle il concourait, c'est-à-dire la France Insoumise. En l'occurrence, on peut s'interroger sur la stratégie de conflictualisation, vous savez, la fameuse montée aux extrêmes dans une rhétorique de polarisation ou de surpolarisation de la société française. Je n'invente rien, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a lui-même théorisé, notamment l'an dernier, on avait commenté son entretien dans la Repubblica, vous savez, avec une journaliste italienne, voilà, et il le théorisait. Et donc cette stratégie-là est une stratégie qui, évidemment, lui permet d'avoir 20% d'électeurs, mais est-ce que c'est une stratégie qui permet de gagner des élections lorsqu'il faut rassembler très large, c'est-à-dire rassembler des républicains, en fait, des Français républicains d'obédience différentes, et notamment, effectivement, des socialistes, des réformistes, des écologistes. Ça n'est pas sûr, c'est une vraie question de fond. Moi, je ne suis pas stratège de LFI, mais je pense qu'effectivement, ils commencent peut-être eux-mêmes, d'ailleurs, à se poser la question, une conflictualisation radicale avec des prises d'opposition qu'on les connaît d'ailleurs. C'est une stratégie de premier tour, pas de deuxième. Eh ben voilà. Et donc je pense qu'effectivement, Louis Boyard a tourné sa personnalité aussi. C'est un influenceur télégénique, mais c'est pas une personnalité qui inspire véritablement confiance, vous voyez, sur le plan de la gestion, justement, on parle de la gestion comptable, mais même plus largement, cette capacité de fédération des énergies républicaines. Je pense que l'instabilité inhérente à ce type de personnalité n'inspire pas confiance, et donc il ne faut pas chercher un complot, si il n'y a pas eu de complot contre lui, c'est juste qu'effectivement, la stratégie qui est mise en œuvre actuellement n'est probablement pas une stratégie gagnante. Alors maintenant, eux, de leur point de vue, il faut être équitable, la France Insoumise est persuadée qu'elle va ramasser une mise très importante, rafler une mise très importante lors des municipales. Je n'en sais rien, mais je crois qu'il y a là aussi un choix stratégique entre deux gauches largement irréconciliables. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut retrouver cet échange notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Merci à vous. Et à demain. À demain, cher Steve.